Bonjour, je m'appelle Ariane Lessard, j'ai 29 ans, je viens de Lévis, en face de Québec. Je suis aide bibliothécaire à temps partiel pour la ville de Montréal, plus précisément à la bibliothèque Le Prévost dans Villeray depuis 2017. Mon travail, c'est d'essayer d'être gentille avec les abonnés, les aider à trouver des livres qui vont les intéresser, à se déplacer dans la bibliothèque ou à faire les retours de leurs livres ou les aider à faire leurs prêts. Présentement, j'ai plus vraiment de job parce que la bibliothèque est fermée à cause du COVID, de la COVID, pardon. Euh, et ben, semble-t-il que les bibliothèques ne sont pas un service essentiel. Donc voilà, j'ai publié Feu en 2018. Et puis j'ai coédité Zodiac à la mèche toujours en 2019 avec Sébastien Dulude, un recueil sur l'astrologie qui regroupe les écrits de 12 autrices. J'ai également participé au collectif Stalkers chez Québec Amérique la même année. Feu, c'est un amalgame du village de mes grands-parents dans Bellechasse et de tous les films de Midwest américains avec des petites serveuses en soupe de serveuses que j'ai écoutées trop souvent quand j'étais jeune. C'est mon écœurant type de ces stéréotypes-là. Des femmes qui servent les hommes, qui sont objectifiées, prisonnières de l'image, comme de leur géographie patriarcale. C'est en même temps une tentative de reprise de pouvoir de l'environnement masculin et une lettre d'amour au village que j'ai sillonné toute mon enfance sur la 132. Cet espace-là méconnu mais tellement fantasmé, avec ses forêts, ses rivières, les vieilles maisons abandonnées, les garages, les granges, les champs. C'est un roman choral qui regroupe les voix des habitants d'un village qui prostitue ses habitantes au profit des camionneurs et des habitants, pas de eux. Une femme disparaît, puis une autre, et ça met le feu aux poudres d'un nouveau féminisme rural, si on veut. Feu est né dans un cours de forme longue à l'Université Laval en 2014 avec Pierre-Luc Landry, qui était alors éditeur à La Mèche. À l'époque, c'était déjà un roman polyphonique, mais inachevé. J'ai repris le projet pendant ma maîtrise en création à l'UQAM en 2015. Et finalement, quand Sébastien Dulude est devenu éditeur à La Mèche à son tour, il m'a contacté pour me demander si le texte qu'il avait trouvé dans ses archives existait toujours. Et j'ai dit oui, mais ça va demander encore du retravail. C'est comme si j'avais pas envie de l'envoyer à un éditeur sans qu'il soit complètement parfait de mon point de vue. Tu sais, quand c'est le premier, je pense qu'on est plus sévère, on a peur de ne pas être édité, patati. Finalement, cette injonction-là à la publication m'a donné la confiance pour le laisser partir. C'est pas un roman qui a eu tant de retravail que ça, puisque je l'ai peaufiné d'une manière vraiment amoureuse plusieurs années, mais avec Sébastien, on a beaucoup travaillé le langage, l'éthique des personnages, les particuliers langagières de chacun, pour que chaque personne ait une identité bien à elle. J'ai pas vraiment de journée typique d'écriture, mais je m'efforce de plus en plus d'en avoir une. En général, le livre prend encore dans ma tête et se construit beaucoup comme ça. Euh, Après, c'est comme une boîte qui s'échappe, qui s'écrit d'un seul jet. C'est dans le fignolage, après, dans le retravail, que je prends surtout mon temps. La structure arrive toujours en premier et les personnages se lient les uns aux autres, souvent dans l'ordre de l'écriture. En général, je préfère écrire le jour quand je me sens fraîche, mais je peux aussi écrire le soir si j'ai un bon éclairage et de la concentration. J'écris toujours dans mon bureau à la maison depuis 3 ans. Quoiqu'au début des projets, j'aime bien prendre du temps pour travailler toute seule. Comme le projet que je termine incessamment. J'ai eu la chance d'avoir une bourse du CAL qui m'a permis d'aller passer du temps dans des couvents pour écrire. Je parle beaucoup quand j'écris, j'aime me relire à voix haute. En général, c'est directement à l'ordinateur que j'écris. J'imprime une première copie que je vais retravailler à la main, ajouter des pages dans les cracks, vraiment m'amuser à trouver les échos dans les textes, retourner dans le passé du texte aussi pour ajouter des indices, un peu comme un casse-tête. Je termine donc un projet qui va être publié prochainement, mon deuxième roman à la mèche, que je fignolais les derniers détails hier. Là, on est
à la moitié du mois de mai. Ça va rassembler des voix essentiellement féminines cette fois que des narratrices dans un univers clos. Mais j'ai pas envie de vendre de punch, alors je vais vous laisser découvrir ça prochainement. Je travaille aussi au démarrage d'un prochain livre qui sera plutôt un mélange d'archives, de photographies, de récits et peut-être de dessins. Celui-là va être différent des autres, j'ai l'impression, parce que moins fictionnel, mais je suis pas certaine encore de la direction que ça va prendre. Autrement, je travaille aussi sur des zines sur Lietteville, la prison pour femmes que j'explore aussi sur Instagram. C'est une création qui me fait sortir un peu des mots pour jouer avec la photographie, l'image, avec l'humour. Voilà. Donc, il y a beaucoup d'œuvres qui m'ont marqué. Je pense à la découverte d'Anne Hébert ou de Hubert Aquin au secondaire, ensuite Jean Ducharme ou Borges au cégep. Mais c'est vraiment ma rencontre avec Faulkner pendant mon bac. Merci à Olga Elbomgo, professeure à l'Université Laval, pour cette découverte-là. J'ai l'impression que la forme chorale déjà était là à la base, mais c'est la liberté puis l'étrangeté qui habitent les œuvres de cet auteur-là qui m'a toujours vraiment intéressée, happée. Dans la même lignée, j'avais aussi une grande fascination pour le flux de conscience qu'explorait Virginia Woolf et toute l'exploration de l'inconscient, de la psychanalyse des personnages. Je peux dire que c'est un peu mes mentors. Sinon, j'aime aussi beaucoup les univers poétiques de Carol David, d'Alexandra Pizarnik ou Sylvia Plath qui m'enivrent. J'aime leur exploration de la féminité. Après, Fernando Pessoa, qui est un autre poète que j'adore, dit qu'on écrit souvent le livre qu'on aurait aimé trouver dans une bibliothèque. Je suis assez d'accord avec cet énoncé. Dernièrement, je lis des œuvres qui explorent la psychanalyse. J'aime bien Anne Dufourmentel, Nicolas Lévesque, Cyril Zvet. C'est drôle parce que je relisais dernièrement tous mes journaux intimes depuis toute petite. Le confinement permet ce retour-là sur le passé. Je pense que le premier date de la maternelle et la première phrase qui est écrite dedans, c'est « Je ne veux pas que ma mère lise ce que j'écris ». J'ai toujours eu des journaux après, mais c'est vraiment au cégep que j'ai compris que je voulais être autrice, que je me suis mis à travailler en conséquence. J'écris souvent avec de la musique instrumentale, autrement j'ai de la misère à me concentrer. Je reviens souvent à mes essentiels. William Basinski, Boards of Canada, How to Disappear Completely. Sinon, j'aime bien la musique japonaise électro de Hiroshi Yoshimura ou Suzumu Yokata. Et puis, j'aime beaucoup les bandes sonores. Récemment, j'écoute vraiment beaucoup Mika Levy qui fait la musique d'Under the Skin ou des Accent Cloud qui fait la musique de Midsommar. Finalement, j'ai fait les salons du livre de Québec, Montréal, l'Estrie, l'Outaouais, mais je garde vraiment un très beau souvenir de Paris en 2019. Je retiens de ce passage-là la belle gang de notre délégation, mais surtout un bon brassage de mon sentiment d'impostrice qui s'estompe des fois, mais pas tout le temps. Donc c'est le temps de lire mon extrait. On se promène rarement dans le grand stationnement le soir, se jeter dans la gueule du loup. On marche, on regarde à travers les pare-brises, on voit des visages dans la buée, des traces de vie dans les vitres, des fenêtres semblables à celles du salon de coiffure. L'écharde entre le doigt et l'ongle, c'est un peu le même rituel. Ils se font toucher la nuque, couper ce qui dépasse, raser la tête ou la barbe, laver les cheveux avec les doigts. Ils frémissent quand les ongles raclent la tête, quand le peigne frôle le lobe de leurs oreilles, tête frissonnante. Un camion, c'est énorme. J'ai l'impression de flâner au milieu des grandes dalles d'un immense cimetière. Il y a des véhicules qui possèdent un petit lit derrière le banc du chauffeur. Une grande personne doit se plier un peu les jambes pour bien entrer dans la couchette. Pour une petite, c'est bien. Il paraît qu'il cache de la drogue dans des charognes. Le camion est relié à la boîte par des fils tortillés, peut-être une dizaine. Ça donne envie de les couper avec des ciseaux. Il y en a des bleus et des rouges. Ça me fait penser à ce petit espace entre le train et le premier wagon dans les films western que maman écoute. Quand il saute et qu'il tombe entre les deux. Un petit espace qui ne porte rien, qui ne fait que relier le véhicule au chargement. Petit endroit effrayant où l'on demeure coincé. Je pourrais me tenir là et partir à toute vitesse. Il trouve un chien errant, puis il lui bourre les pattes.
C'est comme s'ils transportaient leurs maisons avec eux. Des maisons comme celle du garçon du dépanneur, des quartiers éphémères. Parfois, il y en a tellement qu'on se promène entre les rangées comme dans des rues. 6 camions, 6 maisons. Quand ils ouvrent leurs portes, je me sauve à bicyclette. Pas question d'entrer là. Il ne faut pas venir ici. Au diable la curiosité. Laura a un don. Personne ne lui fait peur ici. Elle appelle ça de la taxidermie.